Composé tout au long de la journée. Je travaille à la CCI France-Japon et je suis entre autres responsable du Business Center. Et en fait, pour ce webinaire, on a décidé de ne pas forcément parler du Covid-19, qui est un sujet d'actualité, mais vous parler plutôt d'une expérience très positive, l'expérience d'une implantation réussie au Japon par une entreprise dans le secteur des vins et spiritueux. Donc, cette entreprise, c'est Champagne Jacquard, et on a la chance d'avoir avec nous Shin Saito, qui est son représentant au Japon et qui va nous en parler plus en détail au cours de ce webinaire. Donc, en fait, pour juste des questions un petit peu techniques, on vous a mis en mute pour éviter en fait d'avoir des interruptions pendant le webinaire, mais on vous encourage fortement à nous poser des questions par le biais du chat. Donc, ce webinaire, en fait, il va s'organiser en 3 parties. La première partie, ça va être une présentation du marché japonais avec un petit focus sur le secteur des vins. Dans un deuxième temps, on va donc laisser la parole à Shin qui va nous raconter tout en détail en fait, les clés et l'implantation de Champagne Jacquard au Japon. Et enfin, dans une troisième partie, on répondra à vos questions donc, que vous nous aurez posées en chat tout au long du webinaire. Donc, je vais démarrer avec cette présentation sur un petit focus sur le Japon, sur ce merveilleux pays qui est le Japon. Donc, le Japon a une population de 126 millions d'habitants, une densité de population qui est très élevée, une espérance de vie qui est également très élevée de 84 ans environ. Le taux de chômage, alors je ne sais pas si vous le savez, mais extrêmement bas au Japon par rapport aux autres pays dans le monde. Et il faut savoir que le PIB est très élevé. Donc, juste pour vous donner en fait un ordre d'idée, le PIB de la région du Kanto, donc avec Tokyo, représente l'équivalent du PIB de la Russie. Le PIB du Kansai avec Osaka représente l'équivalent du PIB de l'Indonésie. Donc, en fait, ces deux régions, à elles-mêmes, représentent environ 70% du PIB japonais. Donc, c'est des régions très importantes et extrêmement dynamiques. L'économie, alors maintenant, on va faire un petit focus sur l'économie nippone. C'est important parce que le marché japonais, enfin le Japon, il faut se rappeler que c'est la 3e économie mondiale. C'est un marché qui est extrêmement important. C'est un marché qu'il est intéressant de préempter et auquel il faut s'y intéresser lorsqu'on est une entreprise qui souhaite se développer à l'international. Il faut savoir que le Japon a une économie mature. Les ménages ont un fort pouvoir d'achat, notamment les seniors. Le pouvoir d'achat est environ 10% supérieur par rapport à la France. Le Japon, il est caractérisé par des infrastructures très performantes. Alors, c'est à la fois en termes de voies de chemin de fer, mais aussi au niveau des voies aériennes. Voilà, les voies aériennes sont extrêmement importantes au Japon. Je voudrais faire un focus sur l'innovation qui représente 3,1% du PIB. Le Japon est un pays qui encourage énormément l'innovation dans énormément de secteurs d'activité. Donc, l'innovation est mise en avant et mise en valeur par le Japon. Il faut savoir aussi que depuis 5 à 6 ans, le Japon a mis en place un plan de relance qui est très ambitieux de l'économie japonaise, qu'on appelle les Abenomics, qui traite entre autres de l'assouplissement monétaire, de la relance budgétaire, mais également de réformes structurelles. Donc voilà, le marché japonais, c'est un marché qui est extrêmement intéressant, auquel voilà, les entreprises, on encourage les entreprises à s'y intéresser. En termes de contraintes, donc le marché japonais a une croissance atone, à peu près environ 1% par an depuis 1990. Et comme on vous l'a dit, c'est un pays avec une forte proportion de seniors. Il y a un déclin démographique et des naissances qui sont faibles depuis 2005. Donc, je vous dis ça parce que notamment l'innovation peut s'intéresser à des solutions qui permettraient justement de pallier à ce déclin démographique. Ce n'est pas parce qu'il y a une forte proportion de seniors que la population n'est pas active. Au contraire, c'est une économie et des personnes sont extrêmement actives. Donc, ce n'est pas pour ça que le marché n'est pas du tout intéressant. En termes de contraintes sociales, il faut savoir que les contraintes sociales sont très fortes. Il y a pour les Japonais une aversion au changement. Donc, Shin, qui a la double casquette franco-japonaise, pourra aussi nous en parler. Mais on dit toujours qu'en fait, le changement peut être un peu long à implémenter au Japon par rapport à d'autres pays. Par contre, quand le changement se fait, en fait, il est pérenne dans le temps.
Donc, en fait, il est important d'avoir en tête que le marché japonais, ce n'est pas un marché sur lequel il faut être rapide. C'est un marché qui se construit. Les relations de confiance avec les acteurs locaux et les clients vont se construire au cours du temps. Et lorsqu'une une relation en fait, de confiance s'installe au Japon, en général, on dit que c'est pour la vie. Donc voilà, c'est important de le mentionner. C'est un marché sur lequel voilà, ça prend du temps, mais ça peut voilà, sur le long terme offrir des belles perspectives. Le Japon aussi a un moment charnière. Il faut savoir qu'il est un peu entre les deux puissances économiques que sont la Chine et les États-Unis. À noter également depuis 2019, depuis le 1er octobre 2019, une hausse de la TVA à 10% qui fragilise la consommation intérieure. Comme tous les pays partout dans le monde, on a des enjeux sanitaires liés au Covid-19. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif n'est pas de parler du Covid-19 lors de ce séminaire. On en touchera quelques mots, mais ce sera la priorité est vraiment de montrer une belle réussite. Et puis enfin, comme vous le savez également, donc les Jeux Olympiques ont été décalés, devaient avoir lieu cette année. Ils ont été décalés, ce qui aussi a un impact sur l'économie japonaise. Donc voilà, pour vous donner en fait une petite map de cette économie au Japon. Maintenant, on va parler du vin. Je vais en parler très rapidement parce que Chine pourra en parler beaucoup mieux que moi. Il faut savoir que le marché du vin au Japon, c'est un marché qui est très important et c'est un marché qui est mature. C'est un marché qui est en croissance. La consommation a quadruplé en 30 ans. Il faut savoir que 70% du marché du vin provient de l'import. Au niveau de ses importateurs, la France, depuis l'année dernière, a regagné sa première place en volume et a dépassé le Chili. Le Chili reste très présent, notamment il a une réglementation douanière très avantageuse, mais également des prix, un rapport qualité-prix qui est très compétitif. Le reste de l'Europe est bien établi également avec les vins espagnols, italiens et allemands. Et également la présence des États-Unis qui offrent en fait des vins avec un taux d'alcool qui est un peu plus important et un goût un peu sucré qui plaît quand même à la consommatrice, aux consommateurs japonais. Il faut savoir qu'il y a la signature d'un accord de partenariat économique qui a été mis en place qui a été signé en 2018 et mis en place l'année dernière, qui a supprimé les droits de douane sur les vins européens, ce qui facilite énormément les échanges entre l'Europe et le Japon. Donc ça, c'est un point qui est très important à mentionner pour l'Europe en général et évidemment pour les entreprises françaises qui s'intéresseraient à ce secteur du vin et à un développement au Japon. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Chine. Et tout d'abord, je voudrais remercier Shin Saito de prendre le temps et d'être avec nous et de prendre son temps pour partager son expérience et la réussite de Champagne Jacquard au Japon. Donc déjà, un grand merci. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, juste te présenter, nous parler de toi en quelques mots? Merci Diane, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai le plaisir, donc Shin Saito, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai également le plaisir d'être le responsable export Asie-Pacifique pour les champagnes Jacquard, Montauban et Devault du groupe Alliance Champagne. Je suis né à Paris, résident à Tokyo depuis 1999 et détaché par Champagne Jacquard depuis 2012 pour ouverture du bureau Asie-Pacifique en 2013 à la Chambre de commerce française que je nommerai maintenant la CCI pour simplifier, et pour couverture de la zone Asie-Pacifique. D'accord. Donc, on a la chance d'avoir Shin, donc, qui est franco-japonais et qui va pouvoir nous donner un peu, on va dire, les deux côtés pour nous parler de son expérience. Mais avant Champagne Jacquard, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait avant Champagne Jacquard? Quel a été en fait ton cheminement vers ce poste actuel en Asie-Pacifique? D'accord. J'ai commencé ma carrière en 99 au poste de barman au Bacchanal, pour ceux qui connaissent, de Harajuku. C'est un grand établissement français au cœur de Tokyo et c'était à la fois le quartier général, puisque malheureusement ils ont fermé le building, le bâtiment, donc, mais c'était à la fois le quartier général de la communauté française et pour moi le lieu d'initiation où je dégustais tous les jours au contrôle qualité les champagnes que je servais de 11h du matin jusqu'à 11h du soir.
Ensuite, après avoir exercé dans les mondes de la finance, comme courtier sur les options de swap du taux d'intérêt dérivé du yen. Ensuite, dans les voyages comme agent commissionné d'Air France. J'ai été recruté par une grande maison de champagne que je servais à l'époque lorsque j'étais barman. Et j'ai occupé tout d'abord le poste de brand ambassadeur, donc ambassadeur de marque pour commencer. Et ensuite, comme Prestige Channel Manager, c'est-à-dire en charge des comptes étoilés, des grands magasins, des hôteliers 5 étoiles et des classes affaires et premières, bref, des comptes de prestige pour le Japon. Finalement, Champagne Jacquard m'a proposé en 2012 d'ouvrir la région Asie-Pacifique pour les deux marques Jacquard et Montenon qu'on a acheté donc en 2010 à LVMH suite à la création de postes de Business Development Manager et en détachement donc à Tokyo. Et aujourd'hui, je suis donc Export Manager en charge de la zone Asie-Pacifique pour nos trois marques maison de champagne qui sont Champagne Jacquard, le porte-étendard international de notre groupe, Alliance Champagne, ainsi que Montenon, dont j'en avais parlé, qu'on avait racheté en 2010, le Champagne Montenon, suivi de la mutualisation également avec une troisième maison qui appartient également au même groupe Alliance Champagne, qui est Champagne de Vaud. D'accord. Donc, tu as un parcours qui est quand même assez diversifié pour arriver à ton poste actuel. C'est vrai, le lien finalement a toujours été le champagne quelque part. Mais c'est vrai que le marché japonais est un marché assez dynamique qui permet de pas mal d'opportunités, je pense, même aujourd'hui. D'accord. Pour une question, alors on est en situation de Covid. D'où est-ce que tu fais le webinaire actuellement? Alors, je suis en télétravail depuis mars, donc à la maison, D'accord. plutôt à Harajuku, j'en parlais tout à l'heure, c'est mon quartier, donc de Tokyo. Et suite aux consignes du siège actuellement en télétravail, mais également du gouvernement métropolitain de Tokyo, je suis depuis mars, je suis en télétravail parce que je revenais en fait tout juste de la Corée à ce moment-là, puisque j'étais en Australie, je revenais d'Australie en février, puis dernière semaine de février, j'ai fait un détour par la Corée et j'ai eu de la chance que ça venait juste avant que ça explose au niveau de l'actualité, puisque c'était forcément l'un des premiers pays à être touché à côté de la Chine. Et depuis mars, tous mes déplacements donc, ont été reportés jusqu'à au moins fin juin pour l'instant. D'accord. Alors juste pour petit aparté, donc la situation sur le Covid au Japon est un petit peu particulière. On a un état d'urgence qui a été mis en place d'un mois jusqu'à voilà, la fin de la Golden Week. Donc voilà, comme Chine le disait, moi également, on est en télétravail. Donc voilà, pour information, on n'est pas dans des conditions aussi drastiques qu'en France. Néanmoins, l'état d'urgence encourage fortement le télétravail, donc comme le fait Chine et comme nous on le fait à la Chambre de commerce. Voilà, on évite de sortir, on est amené à rester au maximum chez soi, à éviter les lieux qui sont bondés. Et les frontières pour l'instant du Japon sont fermées. Donc en fait, moi, si je comprends bien, c'est que tu es manager sur la zone vraiment, manager export sur la zone Asie-Pacifique, mais tu manages tout malgré ce confinement, tu manages tout de Tokyo, du coup. C'est ça, le pilotage de la zone Asie-Pacifique a été effectué en effet ici de Tokyo, D'accord. de mon bureau qui est à la Chambre de commerce en temps normal. Parce qu'on ne dirait pas sur une carte, si vous prenez une carte de la région en fait, Asie-Pacifique, on ne dirait pas, mais c'est aussi loin d'aller de Tokyo en France que d'aller du Japon en Nouvelle-Zélande. C'est un long courrier, ce qu'on appelle un long courrier de 12 heures dans les deux cas, puisque le Japon est juste entre les deux zones, entre l'Europe et le Pacifique. Par exemple, prévoyez, hein, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, l'Australie, c'est 24 heures de vol pour y aller de France, et pareil pour la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, que je pilote également. Donc voilà, tout est managé en fait de Tokyo et ça se passe très bien, finalement. C'est vrai que le Tokyo est quand même idéalement placé entre l'Asie et le Pacifique, donc ça me permet vraiment de couvrir, sans faire le tour du monde, ces deux zones, en effet. D'accord. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de Champagne Jacquard. Est-ce que tu peux nous présenter Champagne Jacquard, nous raconter un peu l'histoire et avant d'attaquer vraiment l'implantation? Alors là, vous avez une slide qui synthétise, hein, on va dire,
les principales lignes de champagne Jacquard. Donc, nous avons été créés, on va dire élaborés en 1964, donc création de naissance de champagne Jacquard sur la rue Jacquard à Reims, le nom, par une trentaine de vignerons visionnaires qui avaient pour ambition de bâtir une maison d'avenir à l'international. Alors, nous avons intégré ensuite en 98 le groupe Alliance Champagne et en 2010 avons racheté Champagne Montaudoin en 2010 à LVMH et nous avons mutualisé nos services avec Champagne de Vaud à l'international en 2017. Alors aujourd'hui, avec 1800 vignerons fédérés par le groupe Alliance Champagne et exploitant 2200 hectares de vignes en propre, nous disposons donc aujourd'hui d'un terroir aussi vaste que sélectif pour élaborer nos cuvées. Alors, ce qu'on appelle la cuvée en Champagne, hein, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y a certains qui sont plus là aujourd'hui avec nous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le premier pressurage au niveau des raisins. Donc ça, c'est très important pour nous de n'utiliser que du premier pressurage, ce qu'on appelle la cuvée en Champagne. À dominance de chardonnay, c'est le style Jacquard. Nous sommes un producteur de chardonnay depuis 1964. Nous millésimons toujours nos blancs, c'est-à-dire nos 100% chardonnay. Et le style de la maison, c'est à dominance de chardonnay sur de la cuvée, en premier cru et grand cru principalement. Donc, concernant ensuite, pour terminer, quelques chiffres pour terminer cette présentation, l'objectif de croissance à l'export, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse ici aujourd'hui. Nous sommes passés à 60% de part de marché à l'export dans 40 pays, contre 40% en domestique, soit la situation inverse il y a 7 ans. Et où c'était l'objectif, l'ambition, c'était d'inverser la tendance avec l'ouverture des bureaux Asie-Pacifique à Tokyo en 2013, UK, donc à Londres en 2014 et aux États-Unis, à Miami en 2015. D'accord. Donc, je comprends que là, il y a un développement à l'international et que ça a démarré quand même par le Japon, qui est un marché qui est quand même important pour Champagne Jacquard. C'est vrai, le Japon représente le premier marché en Asie et le quatrième à l'export pour le champagne. Et c'est un marché, comme tu l'as dit tout à l'heure, mature, mais encore en croissance, surtout pour tout ce qui est la gamme effervescente, c'est-à-dire les vins mousseux, mais aussi le champagne, avec une ultra concurrence qui est estimée aujourd'hui à plus de 400 marques importées de champagne au Japon. D'accord, donc c'est un marché qui est concurrentiel. Et ce marché du champagne au Japon, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Est-ce qu'il a des caractéristiques particulières sur les consommateurs? Enfin, comment tu pourrais nous parler de ce marché un petit peu peut-être un peu spécifique? Absolument. Juste avant, je corrige, hein, quand j'ai dit que le marché japonais était le quatrième, ce n'est pas à l'export, c'est mondial, hein, c'est le quatrième marché mondial, c'est le troisième marché à l'export. Et pour ce qui est de la clientèle du champagne, il n'y a pas de réelles statistiques, mais je remarque que la clientèle consommatrice de vin et de champagne en général est souvent féminine. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques assez on va dire, classiques du marché du consommateur ici, de la consommatrice japonaise. Elle est plutôt fin gourmet et voyageuse, d'une tranche d'âge, je dirais 30-35 ans, voire plus. Et elle est sensible tout d'abord à la qualité et surtout ensuite à l'image de marque. C'est un marché du luxe. Le champagne est considéré comme un luxe ici. Et c'est un marché du luxe forcément très exigeant avec sa culture des cadeaux, puisque c'est très poussé au niveau des cadeaux, que ce soit des cadeaux d'entreprise comme des cadeaux personnels, et des origami. Donc, vous connaissez certainement cette culture du pliage de feuilles, cet art du pliage de feuilles, qui se retrouve notamment dans le packaging et également dans tous les cadeaux hein, qui sont achetés en grand magasin. Et donc, c'est un marché qui est très exigeant sur la forme et le packaging. Il faut être irréprochable par la qualité, mais aussi le design. Et aussi également en contrôle, en termes de contrôle qualité, j'en parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je testais tous mes champagnes avant de les servir aux clients. Et bien sûr, en termes de service après-vente, en cas de réclamation produit, hein, que ce soit un label qui est abîmé ou un étui endommagé, vous serez obligé de le remplacer. D'accord. Donc, si je retiens bien, et ça, c'est quelque chose d'assez global, c'est-à-dire que le marché japonais est très exigeant.
que la qualité est importante, on ne peut pas mentir sur nos produits, que l'exigence et que voilà, le packaging est aussi très important, c'est-à-dire que le produit doit être beau aussi pour être vendu et pour pouvoir plaire à nos consommateurs et donc en l'occurrence à nos consommatrices japonaises. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, c'est valable pour tous les vins de façon globale. Absolument. C'est également un marché qui est quand même très fort sur le on-premise, le marché off-trade. Donc, je pense que plus de la moitié des ventes aujourd'hui se font au détail ou en grande surface ou dans les grands magasins, ce qu'on appelle les department stores. Et que là, je ne vous apprends rien, mais que Tokyo est l'une des aujourd'hui marchés gastronomiques mondiaux, puisque en termes de nombre d'étoilés, Tokyo est passé devant la France, même si la France garde le nombre de 3 étoilés dans le monde. D'accord, d'accord. Donc c'est un marché qui est extrêmement intéressant, malgré le fait qu'il soit très concurrentiel. C'est ce que tu nous disais. C'est un marché pour le champagne qui est vraiment porteur. Absolument, le champagne est devenu maintenant, fait partie de la culture à l'apéritif ou lorsqu'on fait un kanpai, c'est-à-dire on porte un toast. C'est souvent du champagne et le champagne est servi très souvent à la flûte, un peu partout dans les hôtels, les bars, les restaurants surtout. D'accord. Donc là, on comprend bien que ce marché il est très porteur. Maintenant, si on s'intéresse à Champagne Jacquard et à son implantation au Japon, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée cette implantation? Quelles ont été les grandes étapes pour Champagne Jacquard pour s'implanter au Japon? Alors, 3 étapes pour l'instant. On attend la quatrième. C'est en cours de progression. Donc, dans un premier temps, par la recherche d'un importateur D'accord. d'envergure nationale. Ça, c'est très important pour construire, dans un second temps, construire la marque et puis également s'installer donc, avec un bureau ici pour gérer la zone Asie-Pacifique. Donc, dans un second temps, et après une année de bureau volant, donc nous avons opté pour la représentation à la Chambre de commerce D'accord. pour couvrir la zone Tokyo. Et aujourd'hui, enfin, troisième étape, c'est le développement donc, de zones et de marchés qu'on avait commencé en fait par les zones, par la région Pacifique. Ça veut dire c'est le Japon, l'Australie principalement. Le Japon comme marché prioritaire, l'Australie comme marché stratégique. C'est également un gros pays du vin et de champagne. C'est le sixième, aujourd'hui septième, je crois, marché mondial. Ils sont passés septième cette année, il me semble. L'année dernière, en tout cas, ils ont perdu une place, mais ils font partie des 6-7 marchés quand même stratégiques en termes d'expédition de champagne. Et ensuite, c'était à côté nous avons à côté les marchés complémentaires qui sont la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, qui sont des marchés qui sont moins grands, on va dire, mais qui viennent compléter de manière efficace les chiffres en termes de zone pacifique. Maintenant, aujourd'hui, la troisième étape, c'est surtout le développement donc, des zones Asie et Pacifique, donc avec l'ouverture des marchés avec la Corée du Sud, Taïwan aussi, qui sont pareil, des marchés complémentaires au Japon et qui sont assez proches géographiquement, et bien sûr des nouveaux relais de croissance sur les autres marchés qui sont Hong Kong ou Singapour. Sachant que pour nous, la Chine ne fait pas partie des marchés prioritaires pour l'heure. Nous préférons nous concentrer sur le Japon, qui est vraiment le marché prioritaire de toute la zone Asie-Pacifique, et de continuer nos efforts de progression sur l'Australie, qui est également un gros pays stratégique pour nous, en tout cas pour le champagne. D'accord. Donc en fait, il y a eu 3 étapes. Il y a la recherche d'un importateur dans un premier temps. Et ensuite, la localisation, enfin, le fait d'avoir une présence en local pour pouvoir vraiment développer le business. Et dans un troisième temps, là, c'est l'expansion sur d'autres zones Asie autres que le Japon. Absolument. Sachant que ce développement comprend également dans sa troisième étape l'extension du portefeuille de marques, comme je l'avais expliqué, Jacquard est notre marque internationale, notre flagship, c'est-à-dire notre porte-étendard. Et nous avons également les champagnes Montedon, donc qui est plus un champagne d'accès, qui vient se positionner en dessous de Jacquard, qui est également en développement sur le Japon ou sur le reste de la zone. Et depuis 2017, l'extension du portefeuille de marque avec le champagne de Vaud, qui au contraire vient se positionner sur le positionnement, ce qu'on appelle le super premium. On a l'accès champagne d'accès avec Montedon, nous avons le champagne premium avec
champagne à Jacquard. Et au-dessus, nous avons ce qu'on appelle le positionnement super premium avec champagne de veau qui est encore différent dans son style. Jacquard étant plus sur le chardonnay, sur la fraîcheur, sur l'élégance. Avec le champagne de veau, on accède à un champagne de vigneron avec une Solera de 95 à 2010, donc très mature, avec un élevage en fût également, et la première serre. Donc, on n'utilisera que la moitié de la cuvée, qui est le premier pressurage sur de veau. Donc, ça nous permet d'être présent sur 3 positionnements prix, d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un portefeuille de marque. Il est vrai qu'auparavant, le business model de la Champagne, c'était souvent une maison indépendante et familiale. Aujourd'hui, nous nous orientons quand même beaucoup plus sur un modèle ce qu'on appelle le portefeuille de marque, c'est-à-dire un groupe avec plusieurs champagnes, différents styles et différents prix, positionnements de prix qui permettent de compléter et de couvrir de manière plus large les zones et les différents portefeuilles, et les différents prix et les différents marchés. Ouais, et de aussi cibler différents peut-être types de consommateurs. Absolument. Ok, Différents profils de clientèle aussi. d'accord. Voilà. Si on rentre un peu plus dans le détail de l'implantation, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait en introduction, le marché japonais, c'est un marché qui peut faire un petit peu peur pour les entreprises, parce que déjà, il y a la barrière de la langue. C'est un marché qui est réputé pour être peut-être un peu compliqué d'accès. Néanmoins, c'est un marché qui est extrêmement porteur. Si tu fais un peu le bilan sur cette implantation, quels ont été les principaux challenges? Quelles sont pour toi les clés de la réussite de Champagne Jacquard sur cette implantation au Japon, puisque ça fait quand même un moment que vous êtes présent. Donc, avec un peu de recul, comment tu analyses ça? Alors, là, il faut savoir que la plupart des grandes maisons de champagne disposent au moins d'un représentant, ce qu'on appelle un ambassadeur de marque, d'un bureau de représentation ou voire d'une filiale, ce qu'on appelle les succursales régionales, voire de plusieurs filiales au Japon. Sinon, dans le cas contraire, d'un importateur de taille nationale, voire d'une multinationale. Principalement les 4 brasseurs, les 4 grosses compagnies de bière. Alors, pour ce qui est de Champagne Jacquard, nous sommes une PME de taille moyenne, taille d'environ 50 employés. Donc, nous avons fait plutôt le choix d'un bureau de représentation pour ouvrir la zone, avec pour priorité, donc je l'avais expliqué, un partenariat à long terme avec un importateur d'envergure nationale, ce qui est le cas puisque nous sommes importés par Kokubu, le groupe Kokubu qui est d'une taille de plus de 4000 employés au Japon et qui a 300 ans d'histoire ou plus au Japon. Donc, c'est un partenaire sérieux et surtout d'envergure nationale avec lesquels nous avons choisi de construire la marque pour création et diffusion de la visibilité de marque. La construction de marque ne se fait pas en un an. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je ne vous cache rien. Mais c'est exactement de cette manière-là je pense qu'on procède au Japon. Ensuite, autre priorité, c'est le développement sélectif des marchés, c'est-à-dire le marché sélectif des grands magasins, ce qu'on appelle les department stores ici, et les chaînes de prestige. Donc, les chaînes de prestige, je vous en avais déjà parlé précédemment, ce sont les étoiles et Michelin, ce sont les hôtels internationaux ou de rang 5 étoiles, et tout ce qui est les comptes de prestige autour, c'est-à-dire ça peut être du duty free avec les compagnies aériennes première classe et comment on appelle ça, les business, donc les classes affaires et premières, mais aussi les lounges pour les aéroports internationaux. Donc tout le défi réside en fait à prioriser les enjeux entre les objectifs de volume et la stratégie marketing, qui est importante ici dans le marché du luxe, forcément, le marché du luxe japonais qui est ultra concurrentiel, comme on l'a vu, où l'image de marque est primordiale. D'accord. Donc, on voit que c'est quand même important de trouver un partenaire de confiance parce que voilà, ça aide à entamer et à créer aussi des relations de confiance avec les clients au Japon. Et comme tu disais, c'est-à-dire qu'il faut être irréprochable pour construire sur le long terme une relation ici. Et je pense que dans ce que tu nous disais, c'est que c'est quand même important d'avoir un représentant sur place, c'est-à-dire que c'est potentiellement difficile de tout manager, par exemple, de la France. Si on veut s'implanter au Japon, c'est quand même primordial d'avoir une présence locale pour pouvoir faire ce travail on va dire, de construction d'une marque ici.
Alors, il y a encore des maisons de Champagne ou d'autres qui continuent de piloter du siège les marchés à l'export. Ensuite, je pense que c'est une question après de priorité, à savoir quels sont les marchés prioritaires. Nous, on a décidé d'ouvrir les marchés donc, à Tokyo, ensuite en Angleterre et aux États-Unis, parce que nous considérons que ce sont vraiment les trois premiers marchés du champagne en dehors de la France, et surtout parce que nous avons pour mission d'être une marque internationale. Donc, c'est pour inverser la tendance. Nous étions donc à 60% sur le marché domestique. Nous sommes passés à 60% aujourd'hui sur l'export, donc sur ce qu'on appelle le grand export, c'est-à-dire hors Europe. En dehors de ces trois bureaux donc, sur le grand export, nous avons également une joint venture en Allemagne qui est pilotée sur place à Cologne. Je pense que c'est une question de choix et de priorité, à savoir quels sont vos marchés prioritaires et quelle est l'ambition par rapport au développement dans le grand export. Donc pour nous, à l'export, je pense qu'on est dans une dynamique intéressante, sachant que le Japon fait clairement partie avec les États-Unis, qui est le second marché pour le champagne, et donc le Royaume-Uni en Angleterre, qui est le premier marché à l'export, historiquement. C'est quand même un plus, je pense, d'avoir une personne sur place. On l'a vu, on a vu la différence depuis 2013 sur ces trois principaux marchés. D'accord. Et donc là, ce que tu racontais un petit peu dans ton histoire et sur Champagne Jacquard au Japon, c'est que tu es domicilié, si je ne me trompe pas, donc à la CCIFJ, donc à la Chambre de commerce depuis à peu près 7 ans, alors qu'avant, tu étais en bureau volant. Est-ce que tu peux raconter pourquoi tu es passé, pourquoi tu as quitté voilà, ce bureau volant, entre guillemets, pour venir être domicilié? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a pu t'aider dans ce développement, sur le Japon? Alors, après un an en bureau volant, ce qu'on appelle un bureau volant, en fait, c'était chez moi, puisque j'avais aménagé la chambre d'amis, j'en avais fait un vrai bureau avec sofa pour recevoir, table et imprimante, connexion Internet, etc. Grande fenêtre, ce qui me permettait de m'aérer. Alors, je pense qu'il faut être quand même un minimum organisé pour pouvoir être efficace, je vous apprends rien en bureau volant. Mais j'ai choisi en fait la domiciliation à la CCFG, donc à la Chambre de commerce Japon, au Japon, pour son aide administrative, parce que lorsque vous êtes en stand-alone, ce que j'appelle un stand-alone dans le grand export, on est vraiment en mission solo, c'est-à-dire qu'on est en mission d'infiltration et vraiment tout seul, et donc il faut tout faire, que ce soit la traduction, l'interprétariat, la paperasse, l'administration, la partie communication, etc., marketing, vente, budget également, c'est à vous de le gérer si vous êtes là pour ça. Donc, j'ai choisi la Chambre de commerce pour son aide administrative, pour avoir également un cadre professionnel, c'est important, adapté pour les rendez-vous, pour les rendez-vous clients, ainsi qu'un avis. Et aussi, c'est important, un environnement qui est agréable, dynamique et collaboratif, et aussi tout simplement français. Voilà, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi de ne plus continuer en bureau volant, qui est très bien pour une première année pour commencer, mais parfois on a tendance à parler tout seul. Donc c'est peut-être mieux, je me suis dit, d'arrêter les frais et plutôt d'avoir un cadre vraiment professionnel. Bah, en tout cas, on est content parce que ça fait 7 ans que tu es avec nous, donc on est très content. Et enfin, pour conclure ce webinaire qui a été vraiment très, très riche, est-ce que tu aurais des conseils pour un primo-exportateur qui veut s'implanter au Japon ou des entreprises qui sont déjà présentes pour poursuivre leur développement? Est-ce que tu aurais des conseils à donner dans cette direction? Alors, pour ce qui est des conseils, bon, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, donc je me permettrai juste de vous apporter quelques pistes supplémentaires d'exploration, on va dire, pour ceux qui seraient intéressés par le marché japonais. Je pense tout de même qu'il est plus que recommandé forcément de parler japonais, idéalement jusqu'à sa forme soutenue, ce qu'on appelle le Keigo, si on est commercial. Par contre, ce n'est plus aujourd'hui indispensable si vous êtes hors commerce ou dans une multinationale, ou que votre importateur ou que votre partenariat soit de cette taille-là, parce que l'anglais maintenant se pratique également au Japon, et à condition forcément que votre anglais tienne la route.
À mon humble envie aussi, si vous avez pour ambition de développer ici, pardon, je ne saurais que vous suggérer de disposer sur place d'un représentant, ce qu'on appelle un brand ambassadeur de marque, ou un business développeur, area ou export manager, bref, les noms peuvent changer, mais d'avoir au moins une personne sur place, car la conquête, la connaissance, la confiance et l'expérience du marché japonais ne se gagne pas dans un plan de 5 ans qui est figé sous fichier Excel, mais surtout sur le terrain. Donc, si vous avez pour ambition de vous développer également au Japon, ce seraient ces points-là que je souhaiterais vous suggérer. Très bien. Bah, écoute, pour moi, je te remercie encore une fois du temps que tu nous as accordé. Voilà, si tu as un élément à rajouter, mais sinon, je pense qu'on peut laisser les personnes qui ont soulevé des questions pendant la présentation, s'il y en a, qu'on puisse y répondre ensemble. Parfaitement. Je suis tout oui. Alors, on va tout de suite regarder les questions. Alors là, j'ai une question, donc je pense, Chine, d'une personne qui est déjà présente chez Isetan et Hankyu, qui aimerait trouver un importateur et donc qui aimerait des conseils pour la recherche d'importateurs. Alors, si vous êtes déjà distribué donc, dans les grands magasins, et si c'est du vin, j'imagine que vous recherchez à être également servi dans le marché on-premise. Donc, il faudrait plutôt chercher, et aujourd'hui, je pense, plus de 400 importateurs, je dirais même, on est proche de 500 importateurs de vin aujourd'hui au Japon. Donc, plusieurs pistes. Forcément, la première, elle n'est pas très difficile, elle est juste devant vous, c'est la chambre de commerce, la CCFJ, qui dispose donc de contact avec pratiquement tous les acteurs du marché, en tout cas les principaux. Ensuite, si c'est une recherche de votre côté, vous avez en dehors, vous pouvez déjà commencer par demander des contacts avec votre importateur, c'est-à-dire Isetan. Isetan, donc, eux, ont déjà leur importateur qui s'appelle Century Trading, si je ne me trompe pas, mais qui importent également leur propre vin. Donc, vous pouvez peut-être commencer par eux ou par Hankyu, Hanshin, dans la région Kansai. Il pourra peut-être vous présenter des gens. Ici, au Japon, ça se fait beaucoup sur la relation de confiance. Donc, c'est vrai que lorsque vous contactez directement un importateur sans le relationnel, au départ, il pourrait être surpris. Bon, ensuite, après, si c'est une personne qui est plutôt ouverte et qui a l'habitude d'aller à l'international, je ne pense pas que ce soit mal poli de les contacter directement non plus. Mais je pense que vous pouvez soit contacter d'abord la chambre ou Hankyu, Hanshin et Isetan de votre côté. Et puis, peut-être qu'ils pourront déjà vous s'introduire et vous présenter des importateurs qui n'ont compris, parce qu'il y a au moins 500 importateurs de vin aujourd'hui au Japon. Alors, je vois que c'était une entreprise qui était dans un secteur un peu différent, c'est pour marque accessoires sac et bijoux. Alors, en effet, je pense que vous pouvez vous aider des départements de store, mais par exemple, nous, à la Chambre de commerce, on a des tests marchés qu'on fait en B2C qui vont permettre justement de vous aider, de présenter vos produits et de vous aider à trouver des importateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi dans le cas où vous êtes représenté, mais vous avez vraiment besoin d'un appui pour trouver des importateurs. Ça peut être intéressant. On a des offres sur ce biais-là, donc qui pourraient être intéressantes aussi. Merci pour la question. Alors, oui, j'ai une autre question. Lorsqu'on a plusieurs marques de vin, est-ce qu'il est plus adéquat de trouver un importateur par marque ou est-il valable de confier plusieurs marques à un seul et même importateur? Alors, ça dépendra de plusieurs choses, je pense. Nous, ce qui s'est passé dans notre cas, avec les 3 marques Jacquard, Montaudoin et Deveau, on avait au départ 3 importateurs différents sur les 3 marques, avec des profils différents, avec des propositions de prix différents et des clients qui étaient plutôt comparables et en général, puisque c'est par le champagne, donc c'est souvent les mêmes comptes qu'on va aller voir. On a décidé aujourd'hui de confier et de
renforcé notre relation de confiance avec notre importateur Jacquard, qui est donc Kokubu, et on lui a confié également Devaux. Donc aujourd'hui, on est dans une configuration double marque avec un positionnement premium et super premium pour Jacquard et Devaux avec le même importateur. Et on a conservé Montaudoin chez un troisième importateur qui a un profil uniquement on-premise, donc sur le CHR, ce qu'on appelle les chaînes d'hôtels et de restauration. Tout dépendra, à mon avis, du positionnement prix de ces vins, de ces marques-là, et également de la taille, si vous avez déjà un importateur, de votre importateur ici au Japon. Si vous êtes avec une multinationale, je pense que c'est quand même plus intéressant de leur confier l'intégralité de votre portefeuille de marque puisqu'il saura quoi en faire. Par contre, si vous êtes plutôt avec des petits importateurs, je pense que là, vous allez devoir plutôt séparer vos marques et les confier à plusieurs importateurs. Pourquoi? Parce qu'il y aura certains importateurs qui auront plus un profil en trade, c'est-à-dire sur la CHR, chaîne hôtellerie-restauration, et d'autres, au contraire, qui seront plus sur les grands magasins, voire sur la GD, la grande distribution. Donc, en fonction des opportunités, l'idéal est bien sûr que vous confiez tous vos marques à un seul importateur, c'est quand même plus facile pour le suivi des dossiers, mais pour avoir également eu l'expérience de 3 importateurs différents sur 3 marques de champagne, c'est quelque chose qui peut également se gérer. Bon, après, tout sera en fonction forcément des résultats ensuite, après, si vous êtes satisfait ou pas. D'accord. J'ai une autre question. Comment entretenir le contact après un premier voyage de rencontre avec des importateurs dans la mesure où les mails restent lettres mortes? Comment un peu en fait, continuer à entretenir en fait, des premiers contacts qu'on aurait eus? Comment continuer voilà, ces premiers échanges? Alors, plusieurs clés, je pense. Il y a plusieurs instruments qui pourront nous aider à relancer la communication ou votre prospection. Déjà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a les newsletters, donc avec tout ce qui est événementiel, récompenses, distinctions internationales. C'est bien de les envoyer, je pense, peut-être pas tous les mois, mais peut-être une fois tous les 2 mois ou même tous les mois, pour rappeler à votre interlocuteur que vous êtes là et que la marque est disponible et que vous souhaiteriez travailler avec eux. Donc, de manière, on va dire, neutre, les newsletters. De manière plus active, je dirais tout simplement revenir, si vous avez l'occasion, et de vraiment faire une prospection de marché, puisque si vous venez au Japon, vous pourrez ensuite aller également en Corée, c'est à peine à 2 heures de vol d'ici, Taïwan étant à 4 heures. Bon, Singapour et Hong Kong, c'est un peu plus loin, c'est des mi-courriers, c'est à partir de 6 à 8 heures de vol. Et éventuellement, pourquoi pas prospecter un peu plus loin, là c'est 12 heures de vol par contre, en Australie ou dans la région Pacifique. Donc venir, ne pas hésiter à rencontrer les gens. C'est vrai que le mail, les gens, surtout dans le monde du vin, je parle ici, dans le monde du vin qui est un marché assez archaïque, de nos jours les ventes Internet ne constituent que 5% des ventes du marché, les gens ne sont pas très réactifs aux mails. Les appeler, pourquoi pas, et venir ensuite, revenir surtout. D'accord. Juste parce qu'on parle pas mal des department stores. Alors, je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde, mais comme tu le disais, les department stores sont extrêmement importants au Japon. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les principales chaînes de department stores japonaises pour les gens qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont jamais venus à Tokyo ou au Japon de Absolument. façon générale? Donc, ce qu'on appelle les department stores, les grands magasins, le plus prestigieux ici, la chaîne, c'est Mitsukoshi, qui ont 13 comptes établissements ici au Japon. C'est l'équivalent, par exemple, des Galeries Lafayette que vous avez à boulevard Haussmann à Paris. Vous avez également Isetan, donc on en parlait tout à l'heure, 4 établissements, donc moins de comptes, mais en termes de volume, c'est le plus grand, par contre, department store à Tokyo. De Isetan. Vous avez également 2 autres grosses chaînes nationales de grands magasins qui sont Sogo Seibu, donc ce sont les magasins Seibu qui ont fusionné avec Sogo, qui pour nous est un compte très important puisque c'est un compte national, 12 établissements donc, dans le Japon. Également les comptes Takashimaya, concurrents de Isetan et de Mitsukoshi, de même volume et de même taille, donc à peu près une quinzaine de Takashimaya qui sont répartis
produits dans tout le Japon, que ce soit à Tokyo, à Kyoto, à Nagoya ou à Osaka. À Osaka, justement, la région Kansai, puisque là, les 4 grandes enseignes que je viens de nommer, elles sont surtout elles sont basées à Tokyo, hein, le siège est basé à Tokyo. Par contre, pour ce qui est de la région Kansai, qui représente à peu près, allez, je dirais, 30-40% des ventes également, à Tokyo en représentant au moins 40%. Je dirais les 2 chaînes, donc Hanshin Hankyu, on vient de le nommer, ce sont les 2 principales chaînes de grands magasins qui ont fusionné. Donc, vous les avez chacune à son établissement à Osaka et qui sont également de taille équivalente pour ce qu'on appelle flagship store, qui sont de taille équivalente à Mitsukoshi ou à Takashimaya. Voilà. Ici, vous avez donc les 6 principales enseignes de grands magasins sur tout le Japon. Et après, vous en avez d'autres qui sont plus petites, comme Tokyo, avec lesquelles nous travaillons bien également, qui ont, si je ne me trompe pas, 4 établissements également, mais plutôt sur la région Tokyo. Donc, on ne les retrouvera pas sur la région Kansai. Et vous avez également Matsuya, qui est également une enseigne qui dispose, si je ne me trompe pas, de 3 ou de 4 établissements sur Tokyo. Voilà. D'accord, très clair. J'ai une question sur comment trouver un ambassadeur ou un représentant au Japon où s'adresser. Donc ça, moi, je peux apporter un premier élément de réponse parce que nous, à la Chambre de commerce, on a un réseau qui va être et un service aussi qui va nous permettre aussi de recruter, de faire du recrutement local. Donc, on a une base de données candidats qui est assez importante et on a un réseau qui nous permet aussi de travailler pour les entreprises qui souhaitent trouver un candidat. Donc, c'est un service qui est basé sur le success fees, donc pour vraiment trouver le candidat qui va matcher les besoins de l'entreprise pour trouver un ambassadeur. Donc, ça, c'est un service sur lequel la CCI, en tout cas, peut vous aider pour trouver un ambassadeur qui va vous permettre de vous développer au Japon. Alors, dans le cas de Chine, il a été recruté parce que, alors, si je ne me trompe pas, tu étais déjà un petit peu dans le secteur et c'est comme ça que tu es progressivement venu chez Champagne Jacquard. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais c'est vrai que nous, à la CCI, on le fait déjà pour de nombreux secteurs et d'autres entreprises. C'est vraiment d'aider aussi au recrutement via notre service pour trouver vraiment localement ce qui est plus difficile à faire de la France, un candidat qui pourrait être intéressant pour être le futur représentant, en tout cas, de l'entreprise au Japon. Il n'y a rien à rajouter, je pense que c'est plus de ta branche. Mais oui, leurs services sont excellents. Il y a forcément de la demande également. Bien sûr, ce qu'on appelle l'ambassadeur de marque, l'ambassadeur de marque, ce n'est pas uniquement dans le milieu du vin, c'est une position qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, dans le luxe principalement. Si vous recherchez plutôt quelqu'un dans le commerce, là, c'est ce qu'on appellerait plutôt un business development manager. C'est une position qui n'existe pas il y a une dizaine d'années, mais qui est très en vogue. C'est le développeur, le profil commercial du développeur. Je pense que ce sont vraiment les 2 positions qui sont assez demandées de nos jours ici au Japon aussi. D'accord. Alors, j'ai une question. Alors, elles arrivent, donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des questions qui sautent. En fait, je les prends un peu au fur et à mesure. Mais on a une question pour toi, Chine. Si on a un importateur, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin d'un représentant au Japon, car l'importateur se charge de la commercialisation et la construction de la marque. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce ne serait que sur un marché. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir une personne juste pour un seul marché. Ça a plus de valeur forcément sur une zone comme l'Asie-Pacifique, où là, il y a beaucoup de prospection, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout lorsqu'il s'agit d'une création de poste, où là, vous commencez vraiment à zéro. Pour revenir au Japon, tout dépendra, je pense, en fait, du budget qui est accordé, donc forcément le budget marketing. Généralement, si vous avez déjà un grand importateur de taille nationale, voire multinationale, généralement, ce qui se passe, et uniquement sur le Japon, vous leur donnez un budget marketing et puis ils se débrouillent avec. C'est ce qui se fait souvent. Par contre, si vous souhaitez vraiment développer et construire la marque, là, je pense que c'est nécessaire de commencer à songer à avoir une personne sur place parce que il faut savoir que l'importateur, plus il est gros, plus il va avoir un portefeuille de marques et de produits à gérer. Donc, ça peut être uniquement la partie liquide, mais généralement, c'est un très, très gros distributeur, ça peut également déborder sur l'agroalimentaire. Donc, il va vendre des produits alimentaires, il va vendre également de la bière, vendre du vin, également des vins mousseux et du champagne. Donc, si vous êtes sur place, il y a quand même
vous gagnez plus en facilité pour construire ensemble avec le commercial, les commerciaux, la force de vente, et pas uniquement sur Tokyo. Là, une fois par mois, moi, je fais la ligne classique, hein, c'est Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka et Kobe. C'est sur la même ligne de TGV, hein, de Shinkansen, donc ça fait très rapidement. En une semaine, 5 marchés, 5 jours à développer. Donc là, ça peut devenir intéressant. En plus, si derrière vous ouvrez des marchés comme la Corée du Sud et Taïwan, qui ne sont pas très loin et qui sont très complémentaires au Japon, là, je pense que ça prend de la valeur. Après, c'est vrai que oui, c'est une question de budget, tout simplement. Si vous estimez que votre importateur est d'ouverture assez grande et que les gens sont compétents en face, et qu'il y a un brand manager, que la force de vente est importante et que les résultats sont là, je ne pense pas, dans ce cas-là, dans cette configuration-là, que vous devez absolument recruter quelqu'un. Après, si vous êtes dans une configuration différente de création de postes et de construction de la marque, à long terme, oui, là, ça peut devenir intéressant. D'accord. J'ai une autre question. C'est une entreprise familiale, vigneron indépendant, sur une surface de 22 hectares. Nous exportons au Japon depuis 2013 avec un petit importateur qui a honoré 6 commandes consécutives d'une ou deux palettes de vin par commande. Donc, ils ont une très bonne relation avec lui, mais ils veulent se développer leur vente, notamment en volume, ce qui n'est pas possible pour l'importateur, pour lui de développer cette commercialisation de vin. Quel serait ton conseil, Chine? Pour développer tout simplement au Japon, pas Oui. uniquement avec cet importateur. Ça dépend si vous avez un contrat exclusif ou pas, puisque ça peut arriver d'avoir plusieurs importateurs dans ce cas-là. Vous pouvez, je ne sais pas dans quel marché est basé cet importateur-là. Je pense que s'il s'agit de palettes, bon, c'est à peu près, une palette, c'est à peu près 400, 500 bouteilles. Donc, 500 bouteilles. Je pense que c'est, à mon avis, un importateur petit forcément, mais qui doit surtout être sur un seul marché entre le on ou le off. Et donc, dans ce cas-là, si vous n'avez pas de contrat exclusif de distribution, vous pouvez peut-être vous mettre d'accord pour laisser l'importation sur un des deux marchés à votre importateur actuel et puis rechercher un importateur sur le marché où vous n'êtes pas encore présent. Ça peut être une solution, je pense. Et si c'est au Japon, si par exemple c'est vraiment pour continuer à construire au Japon, comment ça pourrait se passer? C'est-à-dire que là, tu dis sur un autre marché, mais si c'est vraiment pour se développer au Japon, comment ça pourrait se passer? Bah, soit chercher un importateur qui est plus grand, tout simplement, qui a plus de volume, ou chercher plusieurs importateurs sans exclusivité, ce qui vous permettrait au moins de couvrir les deux marchés on-trade et off-trade, et idéalement de venir même vous-même faire de la promotion, parce que ça, ils aiment beaucoup. Je parle du marché du vin toujours, mais ici, ils aiment beaucoup ce qu'on appelle les winemakers dinner, et c'est-à-dire un dîner qui compte avec évidemment un chef étoilé, un compte étoilé, et pour une cinquantaine de convives, ça se fait beaucoup, hein, c'est ce qu'on appelle le winemaker dinner. Après, ça vous permettra de tourner également avec votre importateur, faire une visite de marché pour avoir vraiment une conscience de l'envergure ou pas de votre importateur et des opportunités ou pas qui pourraient exister à côté. Je pense qu'une visite de marché s'impose dans votre cas pour voir les possibilités à explorer à côté et de vous faire une idée plus précise des opportunités à saisir ou pas. D'accord. J'ai une question, donc une personne qui travaille pour une distillerie qui existe depuis 1946. Ils font du whisky depuis 2010. Nous commençons à avoir une certaine reconnaissance sur le marché français. Nous avons lancé l'export, voilà, 2 ans aux États-Unis. Savez-vous d'abord s'il existe un accord de libre-échange pour les spiritueux et quelle est la difficulté à trouver un importateur en spiritueux? Alors, c'est de l'importation de France au Japon ou de Japon en Oui, France? je pense que c'est de… Oui, ça doit être ça. Oui, je pense. De France au Japon. France au Japon, oui. D'accord. De Je me trompe France au pas. Japon. Pour ce qui est des spiritueux, alors effectivement, il y a eu cet accord de libre-échange qui est passé l'année dernière, qui a été régularisé l'année dernière. Il me semble, il faudrait vérifier, parce que je ne sais pas si tu sais, Diane, mais pour les vins, c'est sûr, ça fonctionne sur tous les vins, les effervescents, les champagnes. Donc, pour les spiritueux, il me semble que ça doit couvrir, mais je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que les taxes d'importation seraient exonérées sur le Japon au moins. Pour les États-Unis, je ne pourrais pas malheureusement vous répondre puisque je ne suis pas en charge de la zone Amérique. Et ce serait un point à vérifier, je pense. Mais
de mémoire, il me semble que les spiritueux étaient concernés, mais je préfère mieux On pas me pourra. confirmer de mon côté. D'accord. Donc ça, ce sera un point qu'il faudra qu'on regarde et j'ai l'adresse mail pour pouvoir répondre à cette personne. Une question qui est intéressante également sur le bio, donc sur le vin bio. Est-ce que la tendance du vin bio, est-ce que ça commence à prendre de l'ampleur au Japon? Est-ce qu'il y a des importateurs spécialisés dans le bio, comme il peut y en avoir dans certains pays? Alors, c'est vrai, ça commence à prendre. Nous-mêmes, chez Champagne de Vaud, on est en pleine certification, puisque ça prend 3 ans, hein, comme vous le savez. Donc, on aura des parcelles qui composeront notre blanc de noir, donc 100% Pinot Noir en 2022, je crois, qui sera certifié bio. Alors, ça commence à prendre dans les vins et aussi dans le champagne. Alors, ça reste quand même un marché de niche, mais par exemple, les grands magasins ou certains sommeliers sur le marché de la trade aiment bien avoir ce genre de vin, puisque ça leur permet de se démarquer, d'une part. Et puis deux, c'est vrai que c'est un aspect qualitatif, hein, qui peut plaire et qui prend de plus en plus, je dirais, de marketing en fait aujourd'hui. Donc oui, les importateurs aujourd'hui importent des vins bio, ou voire même des champagnes. Donc oui, ça prend. Et est-ce qu'il y a un importateur spécialisé dans le bio? Ça, je n'aime pas à ma connaissance. Mais ça commence à prendre petit à petit des parts de marché, en effet, ici au Japon aussi. D'accord. J'ai une question. Lors des échanges avec des partenaires au Japon, quelles sont les subtilités culturelles à connaître en priorité afin d'éviter des potentielles tensions ou des malentendus? Oui, alors ça, Une très bonne question. c'est une question intéressante puisque c'est quelque chose qu'on voit, nous, on voit tous les jours. Il faut, pour synthétiser, hein, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez riche, les différences culturelles, hein, forcément, voir le fossé culturel qu'il peut y avoir entre le Japon et la France. Bon, forcément, il y a une différence entre déjà l'Asie et l'Europe, hein, qui sont deux cultures totalement différentes. Plus particulièrement, il faut savoir donc, que le Japon, c'est une société qui privilégie le collectif, c'est une culture de groupe, parce que comme ça ne prend rien à la France, c'est plutôt une société individualiste. Donc forcément, il y a des écarts qui vont se faire au départ entre je veux des résultats tout de suite. Et attendez, laissez-nous travailler dans le calme. Donc, il faut savoir que la culture au Japon, c'est une culture à mi-terme. C'est-à-dire une relation de confiance se fait, ça prend un an. Donc, la première année, n'attendez rien. Cette année de construction de la confiance, c'est 12 mois minimum. C'est après qu'une fois que la confiance a été établie au bout d'un an, et que les Japonais vous ont accepté, que la machine sera lancée. Donc, il y a un délai, malheureusement, décalage horaire d'une année ici pour démarrer les affaires. Mais une fois que la relation est établie, une compagnie japonaise, une entreprise japonaise, c'est très collectif. Donc, une fois qu'elle est lancée, ça peut être efficace. On le voit, que ce soit au niveau de l'organisation, déjà d'une part, au niveau des objectifs aussi à respecter, donc objectif de volume, c'est par étapes. Donc ici, ça va être difficile de demander 200% de résultats sur un an. Par contre, vous aurez peut-être vos 200% sur un plan, sur 5 ans, sur 7 ans. C'est ce que nous, on a fait. On a commencé avec un conteneur. Aujourd'hui, on est sur 6, 7, 8 conteneurs en fonction des marques, en fonction des objectifs et des budgets qui sont alloués, que ce soit au Japon ou ailleurs d'ailleurs. Mais surtout pour ce qui est du Japon, ça fonctionne beaucoup par étapes. Donc, je ne saurais que vous conseiller de respecter les différentes étapes. Donc, première étape, celui de la relation, de créer la relation de confiance. En seconde étape, de travailler ensemble, de collaborer et de partager la même ambition, de viser les bons marchés, et puis savoir où est-ce que vous pourrez avoir des possibilités de référencement, donc ce qu'on appelle une target list, qui est réaliste, avec des volumes et des étapes de conquête de marché qui seront non pas sur une seule année, mais plutôt sur les 3, 4, 5 ans, je dirais même, hein, puisque
cette manière-là que nous avons construit notre marque. Hein. Ce n'est pas terminé, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, on attaque la 4e étape aujourd'hui, qui est celle de la valorisation de la marque, c'est-à-dire pour toucher la consommatrice finale. Aujourd'hui, on avait commencé donc par les professionnels, c'est-à-dire les sommeliers, les barman. Ensuite, les comptes de prestige, ça a été la seconde étape. La troisième étape, ça a été de cibler les grands magasins, donc de développer également sur le marché off-trade. Et la 4e étape, la plus difficile, je ne vous le cache pas, c'est comment toucher la consommatrice finale directement. D'accord. J'ai une question sur… Alors, donc là, on a déjà un petit peu dépassé. Donc, on va terminer ce webinaire. Donc, comme on vous l'a dit, le webinaire a été enregistré et sera donc disponible très rapidement en replay. Donc, vous pourrez réécouter les réponses et l'interview de Chine. D'autre part, on va faire un sondage qui va vous permettre en fait de parler un petit peu et de nous faire un retour sur ce webinaire. Donc, on vous invite réellement à partager ce webinaire, à partager et à faire ce sondage pour qu'on puisse aussi faire évoluer nos webinaires. Et donc, enfin, donc pour la CCIFJ, comme vous le savez sûrement, et Chine vous en a parlé, on est là aussi pour aider le développement des entreprises et donc aider les entreprises vraiment à se développer, à intégrer ce marché japonais qui n'est pas forcément simple d'accès. Donc là, je vous laisse une adresse mail qui est appui.entreprise@ccfj.or.jp. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions parce qu'on peut vous aider à la fois donc, sur du recrutement pour trouver des personnes en local pour vous aider. On a des actions, comme je vous le disais, en B2C pour vous présenter au department store, aux grands magasins et pour vous aider à trouver des importateurs. Donc, on a notre service de domiciliation également, dont Chine a pu bénéficier pour aussi accéder au réseau de la CCIFJ. Donc, on vous encourage réellement à nous contacter par mail. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à nous les envoyer par mail. On essaiera de les traiter et on les traitera le plus rapidement possible. Donc, encore une fois, je suis ravie et encore merci Chine d'avoir partagé cette heure d'interview et de questions-réponses. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir eu avec nous. Alors, merci à tout le monde, merci à vous, merci à Diane. J'espère que cette petite heure passée ensemble vous aura pu vous apporter quelques pistes d'exploration pour le Japon. Et je vous souhaite d'avance un excellent séjour si vous partez bientôt, une fois que la situation sera un peu passée pour le Japon ou vous souhaitez découvrir le Japon prochainement. Juste peut-être un petit mot de conclusion en raison du contexte actuel. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'il est nécessaire de rester mobilisé et de se projeter plus loin aujourd'hui. Donc, pour vous donner un petit exemple, j'étais justement en train de négocier la reconduction du contrat en classe affaires avec une compagnie aérienne majeure de ma zone pour 2022 déjà. Donc, c'est vrai mais c'est encourageant. Voilà, tu continues à travailler le marché après le Covid. Donc, c'est une note positive. Voilà, et je vous souhaite un excellent déconfinement d'avance en France, pour ceux qui sont en France. Merci. Nous, je pense que ça devrait être à partir du 6 mai, je crois, au Japon, si je ne me trompe pas. On espère. En tout cas, merci Chine. Merci à tout le monde pour votre présence et votre participation. Et on vous souhaite beaucoup de réussite pour votre entreprise si vous souhaitez intégrer le marché japonais. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter par mail, que ce soit sur des questions spécifiques pour Chine ou de la CCIFJ. On y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne matinée. Merci.